Aujourd'hui, on va parler de ND, de filtre ND. Je vous dis tout juste après le jingle. Les filtres ND, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est comparé à des lunettes de soleil pour appareil photo. Alors, vous verrez que la lunette du soleil, là, même si je la mets en face de ma lumière en contre, bon, j'arrive à la faire briller parce que le verre brille, mais vous ne voyez pas la transparence. Alors des lunettes de soleil, on voit à travers. Là, en l'occurrence, les filtres ND, il y a énormément de graduations et il y a beaucoup de graduations telles que celle-ci, le ND1000, qui sont quasiment opaques et on ne voit rien à travers. Alors, euh, il faut traduire un petit peu le langage. Ce ND, hein, qu'on voit marqué voilà, ici, sur la tranche, ça veut dire Neutral Density en anglais, donc en français densité neutre. En réalité, il s'agit d'un traitement du verre de façon à ce que on réduise l'intensité du flux lumineux sans altérer tout ce qui est contraste et colorimétrie. Alors évidemment, c'est théorique. On en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo, mais l'idée, voilà, c'est de, par exemple, si vous avez un flux de lumière qui vous impose une vitesse de 1 millième, en mettant un filtre ND2, vous allez pouvoir passer à un 500e, par exemple. Quel est l'usage de, évidemment, cette technique de lunettes de soleil de compétition? Il y en a en gros deux, trois. La première à laquelle vous avez sûrement été confronté quand vous avez consulté des photos à droite à gauche, ou vu des expositions ou des livres sur la création photographique, vous aurez sûrement vu des réalisations en pose longue qu'on obtient effectivement avec un comme celui-ci, un très intense, en l'occurrence un ND1000, ou alors avec des densités moindres, hein, puisqu'on peut commencer à faire des poses longues avec du ND64, voire des valeurs moindres. Euh, et puis, deuxième utilisation possible du filtre ND, c'est quand vous voulez utiliser une optique à très grande ouverture, avec des conditions de lumière ordinaires de pleine journée, et que bien évidemment, si vous ouvrez à f1.4, il y a une quantité de lumière considérable qui va rentrer, qui plus est dans des conditions d'éclairement très très fortes, et vous allez vous retrouver un petit peu en difficulté parce que côté ISO, vous serez au taquet, vous serez au minimum possible et ça suffira pas. Et en vitesse, vous pouvez vous retrouver en difficulté suivant la luminosité de l'optique. Et donc la solution, c'est de mettre un ND évidemment beaucoup moins intense que celui-ci, un ND8 ou un ND4, qui va vous permettre de réduire le flux lumineux de façon à pouvoir utiliser une optique très lumineuse à pleine ouverture, tout en ayant soit une vitesse raisonnable, soit simplement une vitesse qui existe sur votre appareil photo, hein, puisque dans des situations de lumière extrême avec une ouverture extrême, vous pourriez devoir déclencher plus haut qu'un 8 millième de seconde, et beaucoup d'appareils photo, hormis les hybrides qui ont des vitesses plus élevées, sont absolument incapables de le faire. Et puis il y a une troisième famille d'utilisation qui va concerner les gens qui font de la vidéo ou du film, du cinéma en particulier, puisque dans du film, on va faire du film à 25 images par seconde, enfin souvent, sauf quand on fait du slow motion. 25 images par seconde, ça implique qu'on tourne à 1/50e de seconde, et bien évidemment, comme au cinéma en particulier, on tourne avec des optiques à très grande ouverture qui justement génèrent des bokeh extrêmement doux, hein, c'est pour ça. Et aussi pour avoir ce qu'on appelle du motion blur qui fait un petit peu du liant aussi. Et bien, du fait de cette contrainte, il reste un seul paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la densité des filtres. Et là, on peut être amené à taper fort. J'ai envie de dire, on en vient très vite à mettre des ND16, des ND32, etc., etc. Donc ça monte vite dans les tours. Maintenant, il faut traduire le jargonnage, parce que là, je viens de vous parler de ND32, ND8, ND voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous donne ces chiffres ND, ND8, ND32, et cetera, ND1000, c'est la division du flux d'intensité. C'est-à-dire qu'un ND2, qui est le plus petit que vous puissiez avoir en ND, va diviser par 2 le flux lumineux. Ça veut dire que vous avez gagné que 1 diaph. Un ND1000, lui, il va diviser par 1000 le flux, et si vous faites le calcul, vous allez avoir gagné 10 unités, ce qui est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'en vidéo, justement, ou en cinéma, vous allez utiliser plutôt plus facilement des 16, des 32 dans des situations difficiles, parce que
ben 64 par exemple, hein, de mémoire, ça fait, 6 unités de gagné. Donc un ND32, c'est déjà 5 unités, ce qui est beaucoup, et un D16, c'est 4 évidemment. Donc le calcul est assez facile à faire, d'autant plus que certains filtres, au lieu de vous dire c'est un ND1000, on vous dit c'est un D-stop. Donc D-stop 10 unités, voilà, tout simplement. Certaines marques ont des appellations un peu plus baroques, hein, Little Stopper, Super Stopper, et souvent c'est traduit D-stop, 6 stop, 15 stop, etc. Donc on peut facilement s'y retrouver. D'autant plus que si vous êtes sur hybride, bah, il y a aussi des facilités d'utilisation, en particulier quand vous travaillez en pose longue, qui vous permettent de plus facilement exposer que ce type de filtre sur le bout de la lentille. Donc ça, c'est évidemment les avantages de la technologie. Et puis pour ceux qui font de la pose longue, n'oubliez jamais que les fabricants de filtres fournissent souvent une application qui vous permet, à partir de la vitesse sans filtre, normale, vitesse normale sans filtre, si vous ajoutez le filtre dans le choix de filtre dans l'application, mais en fait, il vous dit la valeur d'exposition qu'il faut retenir. Donc en fait, vous n'avez même plus besoin de calculer de tête en disant alors 1000 divisé par temps, par l'âge du capitaine, etc. Ça va tout seul. Vous pouvez faire, c'est un petit peu la pose longue pour les nuls, vous pouvez faire les choses très facilement. Voilà, soyez rassurés par rapport à ça. C'est simple d'utilisation. Évidemment, qui dit filtre, dit qu'il y a plusieurs formes, plusieurs diamètres et la difficulté qui va s'imposer à vous, c'est le choix. Là, je vous montre un exemple sur un filtre circulaire vissant, qui est la forme la plus facile à manipuler et aussi la plus accessible chez vos revendeurs, c'est ce que vous trouverez le plus facilement. Il y a un petit piège à ça, c'est qu'on est tenté d'acheter pile mille le filtre qui va avec le diamètre de notre optique préférée. Là, en l'occurrence, moi j'ai beaucoup d'optiques en 77, donc j'avais équipé des filtres en 77. Et il se trouve que là, je filme avec un 28-70 f2 de chez Canon, qui est un 95 mm. Et donc tous ces petits bijoux ne vont pas sur le 95 mm. J'ai aussi un 14-24 Sigma, sur lequel aucun filtre vissant ne peut être fixé. Donc pour lui, il faut du filtre encastrable de 150 mm de large. Alors, ça veut dire que mon kit 150 est aussi adaptable sur le 28-70, donc je peux me dépanner comme ça. Ça veut dire que globalement, vous avez des choix qui sont pas faciles en filtre, parce que l'encastrable, pour tout ce qui est pose longue, c'est le choix évident. C'est là que vous avez la plus grande souplesse et aussi la plus grande possibilité de vous adapter à n'importe laquelle de ces optiques, puisque le châssis a une bague d'adaptation. Il suffit d'avoir la bague d'adaptation pour chacune de vos optiques et c'est facile. En général, vous avez besoin de 2 bagues d'adaptation et puis c'est réglé. Vous pouvez arriver à exploiter tout votre parc. Donc là, c'est absolument génial, si je puis dire. L'ennui, c'est que ces filtres encastrables sont très vite très chers, parce que c'est très vite des grands formats. Pour des optiques ordinaires, hein, je parle pas des cas particuliers genre 14-24 Sigma, qui sont un petit peu des optiques de l'extrême, mais pour beaucoup d'optiques, des 24, des 24-70, des optiques très répandues, vous êtes susceptible de vouloir utiliser en pose longue des châssis de 100 mm, qui sont les châssis encastrables les plus faciles à se procurer d'ailleurs, vont très bien fonctionner. C'est d'ailleurs le choix, si vos optiques le permettent, c'est le choix vers lequel je vais plutôt vous orienter si vous faites de la pose longue, hein. Ne prenez du 150 mm que si vous avez le projet d'acheter des optiques un peu extrêmes qui vous l'imposent, mais sinon allez pas vers ça, parce que vous allez voir, c'est un gouffre financier. Et puis les solutions de simplicité, hein, c'est ça, le filtre vissant. Le filtre vissant est aussi moins fragile, parce que plus petit, parce que cerné d'un châssis en aluminium, et que ça lui donne de la facilité. Ça veut dire qu'on peut aussi facilement le mettre dans une poche, même sans utiliser la boîte, à condition évidemment qu'il n'y ait pas trop de poussière, parce que la poussière là-dessus finit par se voir sur les photos, ne l'oubliez jamais. Donc voilà, si vous êtes débutant, et que vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, achetez un ou 2 filtres vissants, adaptables à toutes vos optiques. Oubliez jamais qu'il y a ce qu'on appelle des bagues de conversion, c'est-à-dire qu'elle a un grand diamètre pour le filtre et un diamètre adapté à votre optique. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez une optique de 82 et les autres sont en 77 par exemple, vous achetez tous vos filtres en 82, donc c'est un petit peu plus cher. Mais par contre, comme vous avez la bague d'adaptation 82-77, vous pouvez monter vos 82
sur des optiques de 77 mm. Donc ça, c'est la petite facilité qu'il faut jamais négliger parce que, bah, si j'avais pensé à une époque que j'allais acheter du 95 mm comme celui que j'ai devant moi, et bien, j'aurais acheté du 95 avec des bacs d'adaptation et je pouvais monter du 95 sur n'importe quoi. Donc ça aurait été bien plus pratique, en ce qui concerne mes filtres vissants. Alors il est possible, parce qu'évidemment comme j'ai changé de matériel récemment, que je suis passé de Nikon vers Canon, j'ai changé mon parc optique parmi d'autres choses. J'ai aussi changé, une grande partie de mes filtres, hormis les filtres vissants que j'ai gardés parce que c'est universel. J'ai changé mes châssis, porte-filtres, encastrables. Je suis passé de Lee vers Nisi et donc du coup je revends mon kit de filtres, Lee, pour, 14-24 Nikon, le fameux 14-24 Nikon 2.8. Donc j'ai tout le kit avec le châssis, le support qui va sur l'optique, le châssis porte-filtre et puis les trois filtres essentiels, hein, le ND64, le ND1000 et puis le ND32000 qui fait 15 stops, le fameux super stopper, qui rend bien service, plus le filtre polarisant carré qui est en fait un filtre circulaire donc dont on peut moduler l'effet en le faisant tourner, qui fait partie du kit. Donc voilà, ce kit-là, s'il intéresse l'un d'entre vous, bah, n'hésitez pas à entrer en contact pour que je puisse vous en faire bénéficier, puisque du coup, sur cette chaîne, on aime bien parler d'occasion, et là, du coup, je peux vous parler d'une occasion dont je peux vous faire bénéficier en direct, puisque, eh bien, voilà, comme maintenant je suis équipé en Easy, pour mon 14-24 Sigma, eh ben, je peux me séparer de mon kit Lee pour 14-24 Nikon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des limites d'utilisation de ça, ou tout au moins des limites de cette technique ND, et en l'occurrence des problèmes de couleur, parce que c'est censé être neutre colorimétriquement parlant. C'est l'objectif que poursuivent toutes les marques qui nous en proposent, hein. Ils cherchent à faire des choses les plus clean possibles là-dessus. Mais il faut savoir qu'on n'y arrive pas. Alors quand je dis on n'y arrive pas, c'est relatif, hein. Il faut être souvent très pointilleux pour voir qu'il y a des nuances. Le truc, c'est que certains fils vont être un petit peu plus chauds, d'autres un petit peu plus froids, d'autres un petit peu plus verts, d'autres un petit peu plus ci, un petit peu plus ça. Certains sont réellement faux, c'est-à-dire que la dérive colorimétrique est telle que, à mon avis, il ne faut pas les acheter. Les grandes marques là-dessus sont quand même assez sérieuses, hein, on va tout de suite le dire, soyez rassurés. Après, ce qui est important dans un filtre comme celui-ci, c'est que c'est un filtre qui est homogène. Donc ça veut dire par exemple si vous avez un filtre qui est un petit peu chaud, bah, il va être chaud sur toute l'image. Et donc à partir du moment où vous savez par exemple qu'il vous rajoute 200 Kelvin dans votre image, il suffit de rebaisser de 200 Kelvin et vous avez redressé votre colorimétrie. Ce qui va être gênant, c'est sur d'autres types de filtres dont je vous parlerai dans une autre vidéo, où là vous pouvez avoir des color shifts beaucoup plus difficiles à gérer. Là, sur ce type de filtre, quand la dérive est modérée, elle est facile à corriger et même des fois, en fait, la dérive est tellement modérée que des fois ça vous arrange et des fois, tellement peu perceptible que vous la négligez et donc vous la traitez pas, tout simplement. Ce qui vous facilite la vie. Alors j'oublie, avant de passer à la suite, de vous parler parce que je vous parle des filtres vissants, je vous parle des filtres encastrables pour la pose longue ou pour la photo. Et il y a un troisième type de système de filtres, ce sont les filtres sur glissière qu'on met dans les matbox. Alors les matbox, c'est un petit système à volet couplu qui sert dans le cinéma et dans la vidéo, et ça sert aussi de porte-filtre. Donc ça, c'est encore un troisième type de filtre, mais du coup, c'est spécifique pour les tournages. C'est des filtres qui sont pas donnés. Les matbox peuvent être assez accessibles, mais les filtres, parce que c'est souvent des filtres de grande taille, ça peut être des filtres assez chers, très très vite. Autre limite avec ces filtres, je l'ai fortement suggéré tout à l'heure, c'est qu'il va vous falloir plusieurs unités, enfin plusieurs filtres, et qu'en l'occurrence, un filtre va vite vous coûter 100 balles, et que le piège, s'il vous en faut 3, l'addition est vite salée. Donc évidemment, c'est un investissement, et la question, c'est, si j'achète que 2 filtres, lesquels faut-il? Alors moi je vais peut-être vous décontenancer par rapport à ce que vous avez pu lire ou voir en vidéo ailleurs. Si c'est pour faire de la pose longue,
le ND1000 qui est souvent, entre guillemets, vendu comme, la base, le ND1000 va très vite être insuffisant. Parce que, si vous voulez faire des pauses longues de plusieurs minutes, ça, en plein cagnard, enfin, plein cagnard, j'exagère, en journée normale, voilà, avec, du passage de cumulus, des choses comme ça, dont vous allez jouer du mouvement, ça, vous tenez 30 secondes maximum avec un ND1000. Donc il est évident qu'il va vous falloir ce que certaines marques, pardon, appellent le super stopper. C'est un 15 stop, donc qui vous permet de baisser de 15 diaphragmes, votre vitesse. Et ben ce filtre-là, même si à mon avis il est un petit peu trop fort, hein, le filtre idéal serait plutôt un 12 ou 13 stop, vous voyez? Pour faire des grosses pauses longues, hein, le 15 stop, ça serait plutôt pour faire des très grosses pauses longues, d'autant plus qu'on l'associe souvent avec un polarisant, ce qui fait qu'on va encore enlever minimum un stop suivant le type de polarisant que vous utilisez, ça peut aller jusqu'à 2 stops, voire 3 stops. Donc autant dire que quand on empile, ça va loin. Donc du coup, le 1000, oui, effectivement, c'est une base, mais pour, les gens qui vont vouloir faire de la pause longue, attention, il faut aller plus loin que ça. Le 1000 suffira pas, il faudra peut-être l'associer avec un deuxième ND, hein, par exemple, si vous voulez arriver à ND 8000, le 1000 plus un ND8 vissé dessus, hein, les 2 empilés, vous pourrez obtenir, le ND 8000 dont vous avez besoin. Ou alors, si vous avez un polarisant, par exemple, polarisant qui casse 2 diaphes, 2 diaphes plus ça fait un ND 4000, et donc vous pouvez travailler comme ça avec des densités plus importantes. Ensuite, les gens qui font, des pauses longues relativement modérées, vous savez, juste des secondes sur des cascades, sur de la mer aussi, parce que ça va, c'est des mouvements assez rapides, donc vous pouvez les traiter avec des pauses longues plus courtes. Ou alors des gens sur des quais de gare, vous voulez juste avoir un petit mouvement fantôme, donc ça veut dire que les vitesses que vous allez mettre sont de l'ordre de la seconde ou de la demi-seconde ou des 2 secondes, vous voyez? Dans des gammes comme ça. Alors, soit le ND1000, en lâchant un petit peu de laisse sur l'ISO, soit le ND64 qui peut très très bien marcher dans ce genre de situation. Je vous cache pas que, au début j'utilisais du ND64 sur ces situations-là, maintenant je préfère le ND1000, parce qu'en réalité je triche avec l'ISO. C'est-à-dire je largue un peu de lest et puis si jamais, je veux une vitesse un peu plus forte ou un peu plus rapide et ben du coup je joue avec l'ISO parce que comme il est pas au taquet, bah, je peux gratter ou remettre un IL, vite fait sur l'ISO. Sachez qu'en pause longue, tant que vous dépassez pas les 400 ISO, en général, il y a pas de problème. Heu, Au-delà, faut tester. Au moment de conclure sur ce sujet ND, pas de panique en premier lieu, ce sont des filtres assez faciles à utiliser. C'est des fils qui sont assez faciles à se procurer. Moi, mes premières expériences, hein, genre là, on va jouer en toute transparence, je les ai fait avec Oya. Ça, c'est un Oya, c'est le tout premier Oya que j'ai acheté. Vous voyez, en vissant, je l'ai acheté pour mon diamètre préféré, c'était mon 24-70 de bit qui avait vocation à servir de cobaye pour mes premières expériences de pause longue. Donc j'avais pris un 77 millimètres, juste pour tester, j'avais pris qu'un seul filtre. Je me suis un petit peu amusé avec ça et ça a déclenché mon intérêt, donc du coup, je suis allé beaucoup plus loin. Après, à vous de voir, hein, quelle va être votre stratégie. Il y a aussi une option un petit peu maligne, hein, si vous avez des potes qui font de la pause longue, qui ont un petit peu de filtre, un petit peu de boîte de filtre et qui sont prêts un petit peu à vous montrer les choses, vous pouvez faire quelques essais avec eux, avec leur matériel, ce qui vous permettra de vous rendre compte un petit peu dans quel sens vous voulez aller et puis, bah, justement de tout de suite savoir, si ça vaut le coup pour vous peut-être d'acheter carrément de l'encastrable, parce qu'à ce moment-là, ça vous évitera d'acheter dans un premier temps ça, puis après de l'encastrable et puis après, puis après, puis après et puis en fait, on a tout en double, voire en triple. Et puis ça fait mal. Donc voilà, si vous pouvez vous faire aider avec des potes qui vous prêtent le matos, qui vous montrent un petit peu l'intérêt de tel ou tel truc, c'est carrément sympa, hein. Puis ça fait l'occasion de parler photo entre copains, hein, c'est génial. C'est d'ailleurs ce qu'on fait ici, donc je vous invite à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera et puis on parlera de matos, de créa, de tout ce qui touche à la photo et la vidéo. Donc du coup, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt.